Bonjour. On va donc entamer la table ronde sur la thématique de l'autre avec trois auteurs qui nous accompagnent. Donc Catherine Dufour, qui entre autres fondatrice du collectif Zanzibar et écrivaine qui nous a offert Danse avec les lutins, Arithmétique terrible de la misère ou Le goût de l'immortalité, mais qu'on retrouve aussi avec Ada ou La beauté des nombres sur une des pionnières de l'informatique. Euh, nous avons ensuite Romain Lucaso, étudiant de l'école normale, enseignant à Paris 4 à Sciences Po. Étudiant de l'école normale, c'était il y a longtemps, vraiment Oui, longtemps. j'imagine, entre autres. Qui, voilà, avec un parcours de consultant et aujourd'hui qui directeur général du groupe SIET, donc une filiale de la Caisse des dépôts, et qui nous vient du coup avec son dernier ouvrage, donc La Nuit du Faune, et avant Latium, qui avait donc eu le Grand Prix de l'Imaginaire aussi. Aussi du coup membre de la Red Team. Et voilà. Audrey. Un parcours école de commerce, travaille dans les ONG. Et avec son dernier ouvrage, du coup, qui a aussi eu le prix Utopial, Rossignol. Et donc on va aborder tous ensemble la figure de l'autre dans la science-fiction. Avec déjà peut-être dans un premier temps la manière dont vous avez envisagé ou non cette question-là quand vous avez écrit. Est-ce que c'est une question centrale lorsque vous prenez le crayon ou la machine, ou est-ce que ça s'impose un peu à vous parce que c'est une figure un peu indispensable quand on veut créer de la fiction, des rebondissements et autres? Et bah vas-y Audrey. Alors oui, moi en fait sur Rossignol en particulier, c'était la thématique principale que je voulais aborder. Donc c'était vraiment le thème que je voulais aborder parce que donc c'est l'anecdote que je commence à raconter à chaque fois. C'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez, mais en fait j'avais écrit un autre texte complètement différent, un roman d'aventure de SF militaire qui m'avait été refusé par des éditeurs et un éditeur m'avait dit que c'était beaucoup d'aventures, c'était sympa, mais ça ne parlait pas de la figure de l'autre. Mes extraterrestres dans ce texte étaient des méchants extraterrestres qui mangeaient les humains. Enfin, voilà, il n'y avait pas d'échange en fait autre que culinaire, on va dire. Et donc il m'avait dit ça ne parle pas de la figure de l'autre qui pour moi est essentielle en science-fiction. Et ça m'avait vraiment vexée comme un pou parce que c'est dans mon travail autre, je travaille sur les questions d'interculturalité, sur l'accueil des personnes, l'accompagnement des personnes en précarité ou en migration. Et donc ça m'avait vraiment vexée de me dire que je n'avais pas du tout mis ça du tout dans mon texte. Et donc j'étais allée ouvrir un doc Word et j'avais dit tu veux de l'autre, je vais te montrer de l'autre et je vais le mettre vraiment au cœur du texte. Et j'avais écrit sous le coup de la colère les 3 premiers chapitres. Donc finalement ça avait du bon. Mais voilà, c'était vraiment l'objectif était de parler de l'altérité et de ces différents autres dans nos vies. Qui ne sont pas toujours ce qu'on croit d'ailleurs, et qui peut évoluer aussi tout au long d'une vie. C'est ce qui avait donné Rossignol. D'accord, ok. Trop facile ma réponse. Oui. Okay, alors, il me semble que le sujet de l'autre, ou l'exploration de l'altérité et de l'altérité radicale, c'est quand même un sujet central en science-fiction. La science-fiction, c'est notamment un genre qui passe son temps à bosser à la description de sujets, de subjectivité différentes de la nôtre. Donc il y a une foison de textes sur cette question-là. Et effectivement, moi, c'est un de mes fils. C'est-à-dire que mes personnages sont, dans mes 2 premiers romans, pas des humains. Donc, c'est toutes sortes de choses. Ça peut être des intelligences artificielles gigantesques, ça peut être des extraterrestres, ça peut être des objets cosmiques. Mais à chaque fois, j'essaye de travailler ce qu'est le point de vue du monde, qu'est-ce qu'un point de vue sur le monde qui est le point de vue d'un être radicalement différent. Et après, il me semble quand même que la question de l'altérité, c'est en réalité un sujet qui travaille n'importe quelle littérature.
parce que c'est à la fois pour le lecteur et pour l'auteur, parce qu'on est toujours en train de courir après le point de vue interne de personnages qui sont pas nous, quoi. Enfin, c'est banal de le dire comme ça, mais c'est quand même vrai que quand vous lisez Tolstoï, vous découvrez le point de vue de gens qui sont immergés dans les campagnes de Russie, et c'est pas totalement notre expérience quotidienne. Donc, là, à quel moment la littérature parle d'autre chose que de l'autre, c'est une vraie question. Voilà, même l'autofiction, c'est une manière je pense, de métamorphoser le matériau du soi dans quelque chose dans lequel il y a une dimension d'altérité, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est assez clair que, enfin, c'est le sujet de la littérature, quoi. Alors moi, pas du tout, en fait. Autant effectivement, Audrey Plenay dans Rossignol, elle arrive à faire sentir l'altérité, c'est-à-dire on a vraiment l'impression de toucher du doigt ce que peut être la psyché de quelqu'un qui est déterminé par d'autres conditions physiques, d'autres compétences relationnelles au monde, et du coup ça débouche sur une autre façon d'être au monde et d'interagir, et elle y arrive. Voilà, c'est un peu le fantasme de tous les auteurs de science-fiction, c'est d'arriver à ça, et elle y est arrivée. Romain aussi dans son faune, et effectivement, hein, c'est on va dire une créature un peu brute qui donne cette impression d'étrangeté. Autant moi, non. En fait, moi, j'ai toujours fait esquive parce que j'y arrive pas. Je contourne la difficulté et je ne m'y suis simplement jamais risquée parce que je sens que je saurais pas faire. C'est trop ambitieux pour moi. Moi, j'ai des fantasmes qui sont beaucoup plus humains, même s'ils sont, il faut le dire, assez sordides. Je me suis plus intéressée à l'altérité en tant que la figure du mal. Essayer de comprendre, c'est une fascination qu'on a tous hein, quand on s'intéresse, que ce soit au serial killer ou aux nazis, c'est comment est-ce qu'on peut en arriver là et comment quelqu'un qui justement au contraire n'est pas l'autre et identique à nous-mêmes peut tomber du côté obscur de la force. Et donc ça, je m'y étais intéressée d'un point de vue enfin, un peu professionnel. J'avais notamment rencontré Françoise Sironi, qui est une femme elle est experte auprès de la Cour pénale internationale et elle s'intéresse justement à la psychologie, pas des premiers couteaux, hein, pas Hitler, ni Pol Pot, ni etc., mais tous les seconds couteaux qui en fait leur donnent leur pouvoir. Parce qu'elle me dit, ils sont pas intéressants, les premiers couteaux, ils sont mégalomanes, narcissiques et paranoïaques, tous les mêmes. Mais les seconds couteaux, douches, ceux, je sais pas, Himmler, enfin, bon, qui vous voulez, qui donnent finalement, par leur nombre, le pouvoir aux monstres, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et elle a découvert que c'était des normopathes, des gens très clivés qui ont besoin d'ordre. Et tant qu'ils ont des ordres, ça va bien. Et puis, ils torturent de 9h à 17h. À 17h30, ils vont chercher les enfants à l'école parce qu'ils font un clivage. Et elle avait expliqué que, par exemple, elle avait expertisé Douche, qui est le bras droit de Pol Pot. Et Douche, en fait, une fois qu'il a été capturé par les Américains, il s'est converti au christianisme. Parce que comme c'est les Américains les plus forts, eh ben, il faut leur obéir et faire comme eux. C'est un être qui n'est que dans l'obéissance. Ça m'intéresse. Et comme j'ai travaillé dessus, évidemment, ça a transpiré, ça s'est refusé dans mon œuvre. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Danse avec les lutins, où je me suis intéressée à ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un jeune homme qui tout d'un coup prend une arme et se met à tirer sur d'autres jeunes gens dans une salle de spectacle. Et là, je m'étais intéressée au problème de radicalisation, déradicalisation, et j'ai mis ça en scène pour arriver à faire comprendre et comprendre moi-même ce qui peut se passer dans une psyché adolescente pour en arriver là, c'est-à-dire à s'autodétruire, à tirer sur une image de lui-même. Voilà. Mon travail sur l'altérité est en fait un peu sordide. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu deux façons d'envisager ce qui va être l'autre. D'un côté, en essayant d'imaginer ce qui va être le non-humain ou le presque humain avec les IA, les extraterrestres, ce genre de choses. Mais aussi, à un moment donné, de chercher
l'autre comme étant un peu l'antagoniste. Je pense à une série bête, mais où l'autre est tout à fait humain, mais simplement les autres, ceux qui nous veulent du mal. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une des phrases de Lost. Et qu'est-ce qu'on fait de cette façon d'envisager l'autre? Est-ce que c'est une façon, on va dire, malsaine du coup de créer sa fiction? Ou pas nécessairement? Et est-ce qu'on peut... de quelle manière on envisage l'autre différemment? Est-ce que finalement ça crée pas du nous assez rapidement en fait? Je vois dans Rossignol, est-ce que le nous et le eux finalement est si fixe que ça? En fait, oui, parce que dans Rossignol, il y a une différence qui est faite entre ce qui est autre et ce qui est étranger. Et en fait, parce que dans Rossignol, mon personnage humain a une plus grande proximité de vécu, d'expérience avec les autres espèces non humaines de cette station spatiale, le comportement qui lui paraît le plus étranger, c'est celui de sa propre mère, qui bizarrement est également fortement de la même espèce qu'elle, même si c'est pas totalement. Donc en fait, l'autre finalement qui peut paraître le plus éloigné sur des concepts effectivement de physiologie, d'anatomie, de mode de pensée, on peut toujours trouver du commun. Et finalement, peut-être que quelqu'un qui nous semble particulièrement proche de nous sur d'autres critères, c'est son comportement, dès qu'il est différent, qui va nous paraître le plus exotique. Ce qui choque un peu dans les seconds couteaux méchants, c'est qu'effectivement, on se dit, il y a une... Enfin, ils sont plutôt comme monsieur et madame tout le monde, avec cette forte obéissance, mais il y a donc pourquoi à un moment ils ont eu ce comportement autant étranger, autant anormal, et comment ils sont tombés. Et c'est ce qui fait plus peur, en fait, finalement. Une proximité sur beaucoup d'autres sur certains critères, mais c'est ce comportement fortement étranger qui n'entre pas dans notre propre rationalité sur certains points. Donc voilà, dans Rossignol, finalement, ce que je disais, l'autre n'est pas celui qu'on pense. Enfin, pour l'héroïne, sa plus grande confrontation avec l'altérité, c'est le premier autre qu'elle a rencontré, qu'il a mis au monde, sa mère, et ensuite son propre enfant, qui est l'autre que tu crées, en fait. Et à quel point tu te reproduis dans une différence. Donc tu crées un autre qui est de toi et qui est en même temps différent de toi. Bon, ça, c'est la question de la maternité en général, de la parentalité en général. On retrouve vraiment ça avec les stationiens qui vont finalement devenir le nous et l'autre qui va être plutôt spécien. Ouais. Et de la même manière, dans La Nuit du Faune, rapidement, on a une visite de l'univers avec des tas de créatures intelligentes et on se retrouve à la fin avec une créature qui vient d'autre chose, qui est non pas ironique, on va dire, un peu plus qu'est le néant, on va dire. Et à la fin du bouquin, on a l'impression qu'on a visité une sorte de vaste nous. Enfin, je sais pas si c'était quelque chose qui était un peu voulu ou pas, ou si c'est un peu un sentiment qui est erroné. Non, c'est pas erroné. Alors, bon, d'abord, La Nuit du Faune, c'est plus un conte philosophique qu'un roman. Donc, les personnages sont virtuellement inexistants. Ils sont pas approfondis, c'est un contexte très court. Mais en effet, un des sujets que j'ai travaillé dans ce texte, c'est une espèce de continuum. Il y a une sorte de continuum entre des créatures de plus en plus éloignées du référentiel d'un humain. Aucun des personnages du roman n'est un humain, sauf peut-être, vous y réfléchirez, qui peut être humain dans ce roman. Et au final, j'essaye aussi de creuser ce qui peut relever de ce qui change pas, vous voyez, entre quelles que soient les dimensions, quelles que soient le rapport à la vie et à la mort, la question de la liberté, la question du sens et de la place dans le monde. C'est une grande question existentielle, quelles que soient les dimensions ou les modes de fonctionnement d'un être reviennent eux-mêmes. C'est pour ça que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis pas complètement d'accord. Je pense pas que ce soit un exercice fondamentalement, que ce soit un exercice radicalement différent de raconter le point de vue d'un extraterrestre et de raconter le point de vue d'un paysan de la Beauce au XIVe siècle. Je pense que c'est vraiment la littérature, c'est un truc où on se confronte à la construction d'un point de vue doté d'une altérité. Et en fait, je serais vraiment bien en peine
de qualifier de manière précise ce qu'il y a dans votre esprit ou ce qui ferait, si je vous transcrivais en personnage d'un bouquin, ce qui fait votre spécificité, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment, vous êtes sans doute moins différent de moi que ne l'est un paysan de la Beauce du XIVe siècle ou un extraterrestre à tentacules de Lovecraft. C'est possible, mais c'est pas certain. Mais pour autant, il y a quand même un abîme incommensurable entre vous et moi. On n'a pas le même point de vue sur le monde pour des tas de raisons. Et donc l'effort de construction, cet effort de construction, il est complètement intrinsèque à l'acte de constitution d'un personnage dans un roman, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas exactement le même exercice de décrire un extraterrestre et de décrire un humain, certes, un vrai extraterrestre, quoi, celui qui pense vraiment pas comme nous, mais au final, d'un point de vue essentiel, c'est quand même quelque chose de commun, ce geste de décentrement. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça, moi, j'y crois à fond. Voilà, enfin, mon premier roman, mon personnage principal est une femme. Je pense que se mettre dans les chaussures de quelqu'un du sexe opposé, c'est pas quelque chose de plus compliqué ou de moins compliqué. Je suis un peu en provoque là, hein, mais quand même, que de se mettre dans la peau d'un extraterrestre à tentacules. Parce qu'il y a des trucs qui sont communs, il y a des tas de trucs qui sont communs, aux 99% de l'expérience du monde, elle est commune, quoi. Mais il reste 1% de dur, où c'est vraiment pas commun, parce que c'est autrui, et parce que c'est pas moi, et parce qu'il a des caractéristiques différentes de moi, des problématiques différentes de moi, etc. Et donc, la littérature, c'est tout le temps comme ça. La littérature, c'est tout le temps de l'appropriation du point de vue d'un autre qui est fondamentalement par essence différent, quoi. Après, c'est plus dans la création de la fiction où souvent on va avoir un héros qui va souvent être le nous et qui va être confronté à des épreuves souvent provoquées par une altérité. C'est plus dans ça où je savais pas. Effectivement, souvent on crée un personnage, même quand on veut le faire autre finalement, pour qu'on arrive à se l'approprier. Ça, c'est des recettes du Bildungsroman, c'est des recettes du roman d'apprentissage. La littérature, le roman d'apprentissage, c'est 3% de la littérature. Donc certes, le cycle du roman d'apprentissage, il est fondé sur l'empathie avec un personnage qui est très neutre en termes de caractéristiques, qui va développer effectivement un certain nombre de pouvoirs par confrontation avec des opposants. Voilà. Mais ça, c'est une recette possible. Vous avez plein de recettes possibles. Enfin, moi, par exemple, j'écris jamais des romans d'apprentissage. Bon, j'en ai écrit que 2, donc c'est facile, mais voilà. Si vous voulez rebondir. Oui, j'étais en train de réfléchir à qui parmi les ouvrages que j'ai lus, a su comme ça faire sentir le frisson de l'altérité irréductible. À part mes 2 collègues, il y a Orson Scott Card, La stratégie Ender. C'est vraiment pas mal fait parce qu'il arrive à nous mettre dans la peau d'une civilisation de petits cochons sur une autre planète. Enfin, c'est des genres de... Voilà, vous imaginez comme des cochons qui marchent sur 2 pattes. Et il y a un anthropologue qui s'intéresse à cette civilisation et qui est très difficile à approcher. Et lui, il y arrive, et finalement, les petits cochons l'aiment beaucoup. Et du coup, il le tue. Et mais il le découpe, il le démembre, c'est épouvantable. Et donc, au moment où le bras vengeur de la civilisation de l'anthropologue va s'abattre sur les petits cochons, il y a un autre anthropologue qui arrive à comprendre pourquoi ils l'ont fait. En fait, c'est un hommage, parce que c'est pas des vrais petits cochons, c'est des vilains petits canards. Et en fait, tout d'un coup, ils se démembrent et ils se transforment en beaux cygnes, métaphoriquement. Et donc, ce qu'ils ont voulu offrir à cette... Là, je suis en train de tout vous spoiler, quoi. Ce qu'ils ont voulu offrir à leur ami anthropologue, c'est ce passage à l'état de grand cygne. Et il faut tout un livre pour comprendre, effectivement, la difficulté à entrer dans une psyché comme ça, qui finalement, une psyché un peu de fourmilière, c'est-à-dire qu'ils sont tous en lien entre eux, ils n'ont pas d'existence tellement individualisée. Oui, parce que quand on se démembre, on se remembre pour faire un grand signe, mais avec plusieurs autres petits cochons. Enfin bref, c'est vraiment pas du tout la même façon de vivre et d'exister que nous. Et Scott Card arrive à bien nous le faire sentir. Mais vous pouvez quand même aller lire, même si je vous en ai spolié un bout, parce qu'il y a aussi toute une IA.
et qui va déployer son être totalement incommunicable, un petit peu comme dans Hair, le film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a évidemment comme film, il y a Premier Contact, c'est sûr. Moi, je pense aussi à la métamorphose de Kafka, où finalement le pauvre Grégoire, à force d'être devenu un cafard, va finalement prendre une façon d'être et de penser de cafard, parce que littéralement l'esprit c'est comme de l'eau, hein, ça prend un peu la forme du bol, du contenant. Et il y en a une, moi, que j'aime bien pour ça, parce qu'elle est vraiment capable de nous faire rentrer dans la psyché de gens totalement à l'opposé. C'est Virginie Despentes, notamment, je crois que c'est dans Vernon Subutex, où chaque chapitre, elle occupe le corps de quelqu'un d'autre. Et notamment, quelquefois, elle occupe des corps que moi, j'ai jamais mis les pieds, même en pensée. Une espèce de gros beauf aviné qui ne pense qu'au fric. Et au bout d'un chapitre, on est tellement embarqué par la logorée de ce type qu'on finit par se dire qu'il a raison. C'est très particulier, Virginie Despentes, elle a l'art de se mettre à la place de gens, même très très éloignés, au point qu'à la fin, on finit par comprendre comment leur esprit fonctionne et que oui, il y a une cohérence interne, il y a une logique, et finalement, ça tombe sous le sens, vu depuis les chaussures de cette personne-là. Voilà, c'est les 3 auteurs auxquels je pensais. Moi, je voulais rebondir sur le paysan de Beauce du XIVe siècle. Parce que justement, quand on me demande pourquoi je lis de la science-fiction et je lis du roman historique, et on me demande pourquoi j'écris de la science-fiction et je n'écris pas du roman historique. Et en fait, je dis que bizarrement, si je devais écrire l'histoire d'un paysan de Beauce du XIVe siècle, pour moi, ce serait un autre qui non seulement est très éloigné de moi, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolutions diverses, industrielles, culturelles, religieuses, etc. Et puis également parce que quelque part, je me sens pas légitime, il a existé. C'est un autre que je pense que je serais toujours dans cette quête de légitimité totale de le décrire exactement, parce que c'est quelqu'un qui a existé. Alors c'est vrai que quand on se projette dans un autre futur hypothétique, je me sens peut-être la question de la légitimité saute un peu, parce que je me dis c'est mon autre à moi en fait, c'est celui que je crée moi et je peux en faire ce que je veux, alors que dans le passé j'aurais vraiment l'impression de toujours peut-être j'ai pas touché à une vraie intimité de quelqu'un qui aurait vraiment existé, et je voudrais être tellement fidèle et vraiment recopier parfaitement cette personne que je me l'autorise pas. Mais c'est juste comment on s'autorise à écrire un autre ou pas au final, et je suis très admirative des écrivains qui écrivent dans des romans historiques et qui vont vraiment se replacer dans cette grâce à un certain nombre de connaissances évidemment de l'histoire. Si je peux me permettre, je pense que tu dis ça parce que tu n'as pas regardé les chiffres de vente. Et donc, quand tu regarderas les chiffres de vente du roman historique et que tu compareras à la science-fiction, je pense que tu te convertiras au roman historique. Par rapport à tout ce que vous avez dit, moi j'avais une question, parce qu'on a parlé, donc Catherine, tu parlais de l'écriture sur celui qui nous ressemble beaucoup et qui peut vriller, et en fait qui nous questionne sur est-ce qu'il y a un moment où moi-même je pourrais vriller. On a parlé de la figure de l'extraterrestre aussi, mais il y a d'autres créatures, on a parlé un petit peu d'IA, et dans l'Atium on voit bien, c'est un peu la survie de ces IA alors que leur créateur a disparu. On n'a pas parlé des mutants, on n'a pas parlé de l'homme et de la femme augmentée. Tous ces éléments qui font partie de l'imaginaire aujourd'hui et du cœur de la science-fiction et des différents imaginaires, est-ce qu'on va les utiliser comme outils pour montrer notre même rapport à l'autre? Est-ce qu'on va essayer de montrer des choses différentes? Vous avez 4 heures. Je pense qu'il y a deux... je lance une première réponse, mais... Voilà. Je pense que là, il y a 2 fils un peu différents. Il y a en effet le tricotage de rapport à l'autre, qui est un sujet récurrent de la science-fiction, et du rapport à l'autre radical. Et donc, il y a beaucoup dans la science-fiction, de la production audiovisuelle, littéraire, de BD, etc., l'utilisation de toutes sortes d'artefacts qui sont des métaphores qui permettent de travailler des questions sociales, sociétales, tout ce qu'on veut, actuelles. Et la science-fiction, ça fonctionne comme ça. C'est de la métaphore et du miroir. Et après, donc ça, c'est une dimension. Et après, il y a une deuxième dimension. Moi, je pense que c'est une question de peur. Et que la science-fiction, c'est travaillé par la peur. Et c'est la peur de la dénaturation. Et c'est la peur, donc, de la transformation du soi en autre. Voilà. Et ça, c'est un truc qui travaille la science-fiction occidentale parce que ça travaille l'Occident depuis très longtemps, au moins depuis le monstre de Frankenstein,
probablement, alors de façon plus claire et plus nette, de façon très précise, parce que c'est évoqué comme ça dans L'île du docteur Moreau de H.G. Wells, qui est quand même notre grand-père à tous, quoi, en SF, qui a traité tous les thèmes sauf les robots. C'est facile, vous regardez l'œuvre de Wells, il y a tous les thèmes sauf les robots. Il a fallu attendre Asimov pour les robots. Et donc L'île du docteur Moreau, c'est un texte d'abord qui est... faut pas voir les films, faut lire le livre, qui est saisissant pour ça, parce que il décrit de façon fascinée et horrifiée quelque chose qui est la déformation progressive de l'animal en humain et de l'humain en animal, et le fait que cette déformation progressive, elle est... dans le regard du narrateur, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire quand il part de l'île du docteur Moreau, alors il voit l'humanité pour ce qu'elle est, et il voit l'animalité de l'humanité. Et donc la dimension profondément non humaine, inhumaine, différente, autre, de la présence de cette altérité radicale dans l'humain. Manipulation génétique, les mutants, etc. Et donc du coup, il y a deux thèmes qui se chevauchent, mais qui sont complémentaires. C'est quel est mon rapport à l'autre? Est-ce que je peux vivre pacifiquement avec l'autre? Est-ce que je peux interagir avec lui? Est-ce que je peux accepter les différences, etc., etc. Voilà, thématique sociétale, très présente dans une certaine science-fiction, voilà, et c'est normal. Et là-dedans, l'exploration, effectivement, y compris anthropologique, de l'autre, n'est pas qu'un processus de curiosité scientifique. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas seulement l'autre parce que on a de la curiosité, comme on va aller découvrir le mode de fonctionnement interne d'une étoile ou ce qu'est un trou noir. La découverte de l'autre, et pour ça que l'autre et le trou noir c'est la même chose, enfin, l'autre ou un objet cosmique, c'est un processus qui nous change. Première chose. Donc il y a cette dimension-là, et après il y a une autre dimension. Moi je pense que c'est le grand travail permanent de la science-fiction qui revient sur un siècle et demi d'Occident et de transformation des sociétés par l'industrialisation en Occident, et où il y a un potentiel de dénaturation de l'homme, de transformation de l'homme, d'artificialisation, etc. Et ça, c'est une peur qui nous travaille. C'est une peur qui nous travaille depuis bien le milieu du 19e siècle, quoi. Et qui travaille de façon assez différente quand on voit ce que peuvent être Blade Runner ou Terminator. Dans un cas, une altérité menaçante, dans l'autre, une altérité tellement proche de nous qu'elle devient... C'était quoi votre première référence? Pardon? Votre première référence? Terminator et Blade Runner. Ah, ouais. Mais, ouais. Justement, parce qu'on avait évoqué un peu l'IA et robots, ce que je trouve assez intéressant et ce qui m'interpelle, je ne suis peut-être pas allée jusqu'au bout, au bout de la réflexion, mais c'est justement, on a du mal quand on est sur une IA ou sur des robots, dans les Terminator, les films Her, les différents Daryl, etc., c'est de rester sur... Enfin, comment dire ? En fait, c'est comme si on avait besoin à un moment de ramener l'autre à nous, à l'humanité, d'y faire toujours référence. Et dès qu'on a par exemple une IA qui va avoir un sens de l'humour, dans le Terminator 2, Schwarzenegger à un moment répond aux blagues de John Connor enfant, on dit « Ah, il s'humanise !» Parce que tout d'un coup, on reprend l'humour, c'est quand même l'apanage des êtres humains. Et il a des sentiments, il éprouve de la pitié, par exemple, ou Daryl, c'est un film des années 90, je sais pas, super film, qui a bercé notre enfance. Il devient vulnérable à un moment, il se laisse, il évoque une certaine vulnérabilité. Ah, il s'humanise, parce qu'on a du mal à peut-être entrevoir et comprendre et laisser à l'autre, des choses qui nous paraissent intrinsèquement humains. Et on dit, voilà, il éprouve des sentiments, un sentiment amoureux dans Her. Il y a la question que c'est une IA qui est capable de développer un sentiment amoureux avec environ 2000 ou 3000 personnes. Elle le dit à un moment, et elle ne considère pas que c'est de l'infidélité en plus. Et on dit tout de suite, oh là là, les IA vont trop loin, elles s'humanisent, elles ont une conscience, parce qu'elles ont tous ces sentiments... On n'arrive pas alors à concevoir que ça peut appartenir aussi à une autre forme d'intelligence, et on est obligé de le dire. Dès que la question, les IA aussi qui vont avoir cette conscience de la mort, ou les robots, de leur propre finalité et de leur fin possible, tout d'un coup, ils s'humanisent, une conception de la mort. Alors que si tu envoies un cochon à l'abattoir, il pousse des cris terribles et on dit « Ah, c'est des cris humains ». Il n'y a rien de plus humain que les cris d'un cochon qui a la conscience qui va être tué. Donc on ramène à soi, on retire à soi certains points de la conscience, certains sentiments. On a du mal à garder l'autre autre et à lui donner ces valeurs-là, des valeurs communes. Ça, je trouve, avec tout
tout ce qui est l'antispécisme ou ce genre de choses. Est-ce qu'à un moment donné, le meilleur moyen de protéger les animaux, c'est de se dire c'est un grand nous en fait. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ces problématiques-là en fait. Je vais retrouver dans vos romans aussi assez rapidement de finalement est-ce que le nous c'est forcément d'autres humains Il y a ou Il y a des choses qu'on ne veut pas partager, en fait. est-ce que c'est si important d'être identique pour créer le nous de cette même manière? Parce que si tu leur partages, si tu leur concèdes ces points-là, tu dois aussi leur concéder les droits qui vont avec. Et par exemple, il va y avoir les questions dans Matrix, l'animatrix qui explique la naissance de l'IA dans Matrix, qui s'appelle la source. Elle a atteint un niveau de conscience et elle a demandé les droits qui allaient avec. Droit à la vie, droit à la sécurité, droit au développement, etc. Et c'est là où les humains ont commencé à grincer des dents. Pas spécialement qu'elle ait atteint un niveau de conscience, mais qu'elle ait demandé des droits. Moi, j'avais aussi une autre question, c'est du coup, à travers la Red Team, vous envisagez les guerres de demain en partie. Et du coup, de quelle manière, à un moment donné, c'est un travail qui aussi va définir qu'est-ce qui va être l'autre de demain? Ou est-ce que c'est tout à fait indépendant de ces questions-là, en fait? Ah, c'est une bonne question. C'est pas du tout indépendant. Parce que effectivement, quand on travaille pour le ministère des Armées sur des scénarios de menaces prospectives, on passe beaucoup de temps. Enfin, donc, ce qu'on nous demandait de construire, c'est des menaces futures. Et des menaces futures, c'est pas des technologies futures, et c'est pas des scénarios de géopolitique futurs. C'est des adversaires. Et donc, la question de leur psychologie, de leur motivation à agir, de leur culture, de leurs enjeux existentiels, c'était quelque chose qui était très attendu. Et d'ailleurs, et donc il y avait une dimension presque, oui, il y avait une vraie dimension de mobilisation des sciences molles, quoi. Enfin, voilà, ça s'appelle comme ça, hein, on dit les sciences molles. Voilà, donc c'est effectivement, alors, on avait fait un scénario 0 qui était le scénario test au début de la Red Team, et on avait construit un scénario avec suite à la montée des eaux, une nation pirate se crée sur l'Atlantique, et cette nation pirate, elle constitue un défi d'un genre nouveau pour effectivement les armées occidentales et notamment l'armée française. Et on avait beaucoup travaillé, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit aujourd'hui, ça. On avait beaucoup travaillé, effectivement, des dimensions anthropologiques, culturelles, économiques. On avait même écrit une chanson à boire des Pirates du Futur. Et ça, c'est aussi un apport de la SF francophone. C'est-à-dire que c'est moins vrai aujourd'hui, parce que ça a bougé, ça. Mais pendant longtemps, la science-fiction francophone, française notamment, était plus versée dans cette exploration d'autrui, des cultures autres, c'est triste tropique, quoi, hein, c'est ce fond-là, que ne l'était la science-fiction anglo-saxonne, qui était plus technologique. C'est très caricatural ce que je dis, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vrai aujourd'hui. Mais il en reste quelque chose. Oui, je crois que Romain a parfaitement raison. Il y avait un côté extrêmement techno dans la SF américaine, mais quand même la personne qui a fait rentrer les sciences molles dans la science-fiction, c'est quand même une américaine, même si elle a rencontré son mari en France, et c'est Ursula Le Guin. Et c'est elle vraiment qui a décidé de créer une science-fiction, non pas une science-fiction de conquête, avec des épées laser et des vaisseaux spatiaux, mais une science-fiction où on se met sur une planète inconnue, avec un peuple inconnu, et on apprend à vivre avec eux et à les comprendre. Et c'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé, de toute évidence, la grande créatrice d'altérité entre toutes, c'est quand même Ursula Le Guin, quoi. Globalement, dans tous ses livres, c'est un membre de l'écumène, c'est une espèce d'Union européenne intergalactique, qui se retrouve paumé sur une planète lointaine et qui doit se débrouiller pour survivre, et qui du coup va aller à la rencontre de gens radicalement différents de lui ou d'elle.
Et Ursula Le Guin veut vraiment nous faire toucher du doigt le goût de l'altérité. Et par exemple, je sais plus, c'est dans les dépossédés. Non, c'est pas dans les. Je sais plus. Bref, La main gauche de la nuit. Elle met dans le nom du monde des forêts aussi, je crois. Bon, elle se contente pas de raconter les tribulations d'une personne sur une planète. Elle met aussi des contes et légendes de la culture de la planète. Ça nous permet de rentrer dans la psyché, dans le fond folklorique diffus de ces gens-là. Et là, quelquefois, on a le frisson d'une psyché autre. Et voilà, si vous n'avez pas encore lu Le Guin, alors foncez, quoi. Du coup, c'était un peu ma dernière question. Si vous aviez, vous, des auteurs, des bouquins autour de l'autre qui vous semblent indispensables à lire. Enfin, indispensable, c'est un bien grand mot, évidemment, puisqu'on lit ce qu'on veut après. Mais vos livres qui vous fait peut-être plus réfléchir sur l'autre, que ce soit en science-fiction ou autre, d'ailleurs, en fait. Il y en a plein quand même. Non, mais c'est pas simple comme question parce qu'il y en a plein. Enfin, je pense que faut quand même. C'est quand même compliqué de passer à côté de Triste Tropique. Voilà. Et en SF, je pense que je pense quand même que le film Contact et le roman dont c'est tiré, c'est un parangon. Voilà, cette notion. Voilà, c'est un classique vraiment pile poil dans la cible. Je dis pas qu'il y en a pas ailleurs. Enfin, la SF est remplie quand même d'autres et la littérature est remplie d'autres. Bon, mais c'est vrai que Contact, c'est assez paradigmatique, quoi. Le fait de alors moi, pour la science-fiction, je suis désolée, hein, j'avais dit avant. Alors quand j'ai envie tout d'un coup de découvrir une façon de penser qui n'est pas du tout la mienne, je vais plutôt voir dans les journaux intimes de nos ancêtres. Et en fait, le premier journal intime populaire, c'est-à-dire pas une tête couronnée ou un lettré, il n'y en a pas jusqu'au XVIIIe siècle. Vous n'avez pas de personne du peuple qui ait écrit avant le XVIIIe siècle. Il n'y a pas de témoignage direct de quelqu'un du peuple sous Louis XIV parlant de lui-même. Rien. Le premier journal intime qu'on a retrouvé, c'est celui d'un compagnon vitrier, donc il sillonnait la France avec ses vitres sur le dos. Il était surtout logé à Paris d'ailleurs. 1760, quelque chose comme ça. Alors ça a été publié sévèrement éditorialisé par un historien, parce que sinon c'est illisible et incompréhensible. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y avait pas du tout le même rapport au texte, à la narrativité, au contexte. Donc heureusement qu'il y a un historien derrière pour vous expliquer que quand il dit ça, quand il dit oh, j'ai accompagné mon petit avec grievance point à la ligne, ça veut dire qu'il a eu un fils qui est mort et il l'a emmené à l'église et il a pleuré. Voilà. Sinon ça fait une demi-ligne. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de faire un saut dans l'inconnu. Ce type, toute sa vie, c'est poser des vitres, mais ça, il ne parle pas de son métier. C'est d'être avec ses compagnons vitriers. Ils ont chacun un gros bâton. Et quand ils croisent des compagnons boulangers, ils se font des bastons phénoménales. Et c'est toute sa vie. Ils ne parlent que de ça. De temps en temps, ils font un viol collectif parce que ça soude le groupe, hein, quand ils croisent une femme. Voilà, c'est le sacrifice humain qui soude le groupe, mais sinon, toute sa vie, alors qu'il a vécu autant des Lumières, il était sur Paris, il a joué aux dames avec Rousseau. Voilà, 2 lignes sur Rousseau, globalement, il trouve que Rousseau est un gros nul, mais c'est le seul moment où il touche à l'histoire, avec un grand H, c'est uniquement la petite histoire, et rien d'autre ne l'a intéressé dans sa vie que d'avoir une place dans un groupe d'hommes, exclusivement d'hommes, et de se mettre des grosses raclées avec les compagnons d'à côté. Et effectivement, on a l'impression, en le lisant, de looping total dans une psyché qui n'a jamais eu rien de commun avec nos préoccupations à nous, en tout cas les miennes, quoi. Donc, quand je cherche le frisson de l'aventure, je vais plutôt chercher dans ces sources-là. Si j'ai trouvé, enfin,
Je disais quand même. Moi, j'avais la dernière lecture où vraiment j'ai retrouvé ça, c'était Vision aveugle de Peter Watts, où en fait le pitch est assez simple. On est un peu dans l'avenir de l'humanité. On a une sorte de premier contact extraterrestre. On envoie un vaisseau avec 5 personnes de la Terre pour voir ce que c'est déjà et comment il fonctionne, etc. Et donc ils essaient d'entrer en contact avec cette haute forme de vie. Et là où il y a la question de l'altérité, c'est que autant il y a l'incompréhension, c'est une forme de vie extrêmement différente dans la façon de penser, de fonctionner, voilà, qui est vraiment cette altérité très 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 forte. Mais en fait, c'est que les 5 personnages du vaisseau sont également très différents. Ils n'arrivent presque pas à communiquer entre eux, tellement ils sont des humanités différentes. Le personnage narrateur, on lui a enlevé la moitié de son cerveau, donc il a dû, par la plasticité cérébrale, se reconstruire en fait, et il est quasiment, on lui reproche d'ailleurs de ne plus avoir d'empathie, donc de ne plus être humain. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'apanage des humains, apparemment. Il y a un vampire dans le cas qui conçoit les choses d'une manière très prédatrice, qui a cette façon de penser du prédateur dans la nature, qui voit ses collègues de l'équipage comme un peu son garde-manger. Enfin, il essaie de se restreindre un peu parce que quand même c'est des collègues. Voilà, il y a un personnage qui est multiple, qui a 5 personnalités dans son corps, et donc on a 5 voix qui potentiellement peuvent arriver dans un dialogue par sa bouche. C'est vraiment, ils sont tous hyper différents, et des fois on se demande comment ils arrivent à travailler ensemble, parce qu'ils ont même du mal à communiquer, et ils sont en face d'une autre altérité encore plus forte. Donc vraiment c'est assez c'est ardu comme lecture, parce que justement il faut suivre tout ça, mais c'est assez magistral. On arrive à la fin de la table ronde. Alors j'ai noté quand même, parce qu'on a des gens qui ne sont pas des habitués de l'imaginaire dans l'assistance, j'ai noté que vous avez cité quand même 3 œuvres classiques qui sont quand même dans les thématiques de la science-fiction, du Docteur Moreau, Frankenstein, et je vais l'oublier. Pardon ? Ok, clairement SF, mais je l'ai oublié. Bon, bref. Vous voulez dire hors SF ? Kafka. Voilà, la métamorphose, voilà. Vous avez oublié Triste Tropique. N'oubliez pas Triste Tropique. C'est vrai. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions très rapidement avant qu'on cède la place au spectacle suivant ? Oui. Regarde ce que je fais, Marguerite. J'espère qu'on a de la longueur. Ouais, hello. Moi, c'était plus une question d'écriture. Tu parlais, Audrey, de légitimité à écrire l'autre. Et moi, me semble-t-il, quand on écrit l'autre, qu'il s'agisse d'un paysan, de la Beauce ou d'un extraterrestre, c'est l'enjeu, en fait, d'arriver à respecter l'intégrité de la psyché de l'autre, en fait. Mais tout ce qui est... Enfin, la tâche, en fait, là où elle est immense, c'est restituer cette altérité-là, en fait. Qu'est-ce qui fait vrai quand on écrit, du coup, un personnage ? C'est quoi les petits morceaux de vrai qu'on arrive à... On a tous lu quelque chose en se demandant, en se disant c'est pas vraisemblable, on n'y croit pas en fait. Qu'est-ce qui fait que dans l'écriture, on arrive à rendre vraisemblable ce qui est autre, et qu'est-ce qui nous fait surpasser le solipsisme ? Eh bien ça, c'est le talent. Non, c'est vrai, on essaye tous de faire vrai, et puis il y en a quelques-uns qui y arrivent, et puis quelques-uns qui n'y arrivent pas. Et même, je pense qu'au sein d'une même œuvre, quelquefois, un même auteur, quelquefois, il y arrive très bien, et d'autres fois, il tire un peu sur... ça marche pas. C'est ce qu'on appelle l'effet de réel. Hein, c'est le truc qui fait que tout d'un coup on se sent au sein du livre. Et donc c'est une notion de base fondamentale après laquelle on court toutes et tous, ça c'est clair. Je pense qu'il faut quand même ne pas considérer son personnage comme quelque chose de substantiel. C'est-à-dire que les gens, en vrai, c'est sans doute, probablement, plus ou moins, plutôt des êtres avec une existence propre. C'est pas complètement démontré, mais on a quand même un certain nombre de présomptions qui vont dans ce sens-là, alors que les personnages de romans, clairement, n'existent pas. Vraiment pas. Madame Bovary n'existe pas. Et donc, Madame Bovary, c'est quoi ? C'est un ensemble de signes qui constituent un dispositif qui vise à faire croire au lecteur que pendant l'espace de la lecture, Madame Bovary existe et qu'elle a un certain nombre de caractéristiques. Et
Et du coup, c'est vraiment un truc de mensonge, quoi. Enfin, c'est un personnage, c'est un gros mensonge, c'est un trucage. Moi, je suis persuadé de ça. C'est un trucage et c'est une manipulation de l'auteur par le lecteur, qui est quand même sympa de se laisser faire. Voilà. Et donc, ça, l'effet de réel, c'est vraiment... Enfin, le mot effet de réel, il est parfait. C'est vraiment un effet de réel. C'est un ensemble de trucs et astuces. Par exemple, moi, j'ai un truc qui est... je présente jamais le caractère de mes personnages, mais je fais la liste des choses qu'ils font, y compris de façon répétitive, qui incarnent ce caractère. Bon. Et en fait, en vrai, dans le monde réel, ça marche pas. C'est-à-dire que dans le monde réel, des gens peuvent avoir un caractère, et puis des fois, ils font quand même des choses qui ont juste rien à voir avec ce caractère, qui sont un peu... Et c'est assez fréquent parce que la nature humaine est quand même assez variable, quoi. Bon, je dis pas que c'est interdit pour les personnages de roman, mais si au milieu du roman, alors que c'est pas utile à l'intrigue, tu fais faire à ton personnage un truc... Par exemple, c'est un personnage, il s'intéresse pas du tout à la bouffe, et tout d'un coup, tu lui fais bouffer plein de chocolat. Si c'est pas utile à l'intrigue et si ça dit pas quelque chose, alors ça va casser l'effet de réel. Là où, en vrai, même même un asset sportif, de temps en temps, à Pâques, il se laisse aller, quoi. Enfin, c'est comme ça. Pour certaines personnes, en tout cas. Enfin, voilà. Je suis pas sportif ni athlète et voilà, ça m'arrive de me laisser aller à Pâques. Ça m'est arrivé récemment. Mais donc voilà. Enfin, et je pense que c'est vachement important parce que le lecteur, il veut qu'on lui serve quelque chose qui lui donne une impression de réel, et l'auteur, lui, il construit un dispositif. Et il y a une dimension de ruse. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Alors, moi, quand j'avais fait mon personnage pour Rossignol, je voulais justement pas tomber dans le personnage qui avait les réponses à tout. Enfin, même, je voulais pas tomber sur le personnage qui a sa quête dans sa vie où au début il ne sait pas, il se pose des questions, puis il passe des épreuves, puis il acquiert les compétences, puis en fait il se révèle et il mène sa quête jusqu'au bout et il est sûr de son choix. Donc c'est vrai que j'ai un personnage où je me suis dit pour qu'il soit réel, il fallait que je montre aussi qu'il était changeant dans la durée. Donc dans Rossignol, on suit quand même la vie sur quelques décennies de mon personnage, et c'est quelqu'un, voilà, qui va faire des allers-retours, qui va se gourer, qui va être très assuré sur, je sais pas, par exemple, le travail, mais complètement angoissé sur ces questions pour élever son enfant. Enfin, des personnages, enfin, les humains, on change à travers toute notre vie, en fait. Faut vraiment que le film il se déroule sur 1h30 pour avoir un personnage qui bouge absolument pas, et donc il y a des allers-retours, c'est confus, il y a des choses qu'on donne à voir à d'autres, et en réalité c'est parce qu'on est complètement à l'intérieur. Enfin, voilà, et j'essaie de rester sur un personnage qui n'avait pas toutes les réponses, même de son propre univers. Elle capte pas tout, elle n'a pas tout enfin, même dans ses propres choix politiques et sociaux, elle se pose encore des questions de savoir si c'était les bons. Un peu paumée, parce que je pense que dans 10 000 ans dans l'avenir, on sera toujours paumé sur ces questions politiques et sociales. Et donc voilà, c'était de ne pas tomber sur une figure de héros et de se permettre un peu ces allers-retours complexes dans le temps et dans les différents domaines de la vie humaine. Merci beaucoup. Donc la table ronde se termine. On va voir un petit spectacle juste après, si je ne dis pas de bêtises, Hubert, c'est ça. On est très bon. Juste après, n'oubliez pas, il y a une dernière table ronde à 16h30 autour de la décroissance en science-fiction avec Marguerite et Patrick. Voilà. Et puis merci à toutes et tous.